Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Je vous suggère de faire avec votre bouche ce que vous avez fait avec votre esprit. Oreille chaste, s'abstenir. Moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Pierre Kennedy en compagnie de Stéphanie, Sam et Marc pour une dramatisation de Frisson. Là, j'applaudis tout ça. Hey, on est 4 là. Il faut qu'on se tienne discipliné parce qu'un frisson, ça peut déraper assez vite. Comment ça va, vous autres? Ça va bien. Ça va? Oh, ça va bien. Non, on se parle de en même temps. Oui, c'est ça. Surtout qu'on vient de se battre avec les problèmes techniques habituels qu'on a toujours parce que ça fonctionne pas si on n'en a pas. Là. Puis là, aujourd'hui, on fait une dramatisation de 13 histoires pour amateurs de sensations fortes. On fait Compagnon. Marc, il l'a pas lu encore. Non. Il va faire notre principal. Il va être à frette tout le long. Fait que lui, c'est celui qui va marcher sur la glace avec... en tout cas, qui va patiner. Vous deux, vous l'avez déjà lu, Steph et Sam, right? Oui. Puis comment vous vous sentez à embarquer là-dedans? Là? Mais j'ai hâte de voir parce qu'il y a beaucoup de personnages. En tout cas, des 3 qu'on a lus. C'est la 3e que je fais avec toi, Bruno. Puis c'est vraiment c'est le plus varié dans les personnages, non seulement en quantité, mais aussi, il y a quand même des personnages qui sont des peluches, là, sans vente de poche. Non, parce que l'auteur, il a l'air à penser qu'on va tous penser que c'est normal, cette histoire-là. Mais c'est ça qui est vraiment fantastique avec cette histoire-là, c'est que c'est l'histoire la plus absurde puis un peu fantastique que j'ai lu. C'est rare que le frisson tombe là-dedans dans quelque chose de vraiment fantaisiste. Ah, les nouvelles. Sérieux, là, ils vont à des places, des fois, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis en anglais, il y en a un de plus. Imagine, si un moment donné, on devient tellement bon, on pourrait le faire en anglais. Ça sera pas possible, malheureusement. Ah, non. I will not do that. Ah, mon Dieu, Moutou, ça m'arrache en sacrifice. Ça serait bon. Ça serait drôle. Je suis pas en train de campaner. Fait que là, OK, dans nos rôles, OK, je vais juste faire une petite fiche technique là, sur le 13 histoires. C'est le Super Frisson numéro 2. Il contient 13 histoires, comme on disait. Sur la couverture, c'est un gros 13 en argent en avant d'une face bleu qui se trouvait sur les t-shirts de Frisson. C'est comme devenu un peu leur logo. Là. Il y avait le club officiel Frisson dans le temps, puis c'était le visage qu'il y avait dessus de SCF qui appelle, puis comme le tout pour seulement 12,95 dans le temps. Imagine. C'était vraiment pas cher. C'est moins d'une pièce l'histoire. Je le sais. Pas le livre, en fait, qui était le Club Frisson. Le livre, il était 9,95. Mon Dieu, un aubaine. C'est quand même pas si pire. Non, sérieux, vraiment un aubaine. Là. Ça a été traduit, un petit peu, je cherche le nom de la traductrice, par Marie-André Warner Côté et Louise Binette, qu'on entend souvent revenir là, pour la collection Frisson. C'est chez Héritage. Et l'auteur de Compagnon, c'est Stan Nichols. Puis le titre original, Softies. Est-ce que vous pensez que c'est le nom qu'on donne à des peluches un peu style doudou, toutou, là, tu sais, que les enfants ont, là, tu sais, on a tout un doudou là, qu'on traîne un peu partout. C'est peut-être ça le terme en anglais? C'est pas ce que j'ai en tête quand j'entends Softies. Ah non. Tu le vas partager ou? Puis là, vous autres, est-ce que vous êtes prêts à embarquer là-dedans, là? On se lance. Oui. C'est à frette. Mesdames et messieurs, Compagnon. Le garçon porte une casquette de baseball verte, un jeans, des chaussures de sport noires et un t-shirt avec l'inscription « La gravité peut te laisser tomber ». Les écouteurs d'un baladeur sont posés sur les branches de ses lunettes à monture dorée. L'ours ne porte qu'un ruban de soie rouge noué lâchement autour de son cou. Quand il descend de l'autobus devant le centre commercial, la brise ébouriffe la fourrure synthétique jaune-orange de l'ours. Il fronce le museau et grogne doucement. Le garçon lui jette un regard et monte le volume de la musique. Aucun des autres acheteurs ne leur prête attention. L'adolescent et son ours entrent dans un magasin de disques. Après avoir flâné un moment, le garçon remarque le regard soupçonneux d'un agent de sécurité. L'ours l'a vu lui aussi et un éclair lui brièvement au fond de ses yeux en bouton noir qui ne sait jamais. L'agent détourne le regard.
Le garçon examine ensuite des chemises exposées à l'avant d'une boutique de vêtements. L'ours le regarde déplacer les cintres pendant un moment, puis se penche et lui tire le bras. L'adolescent jette un coup d'œil à sa montre. Souriant, il tape amicalement la poitrine massive de l'ours. Côte à côte, marchant au même rythme, ils se dirigent vers le centre-ville. Devant le centre sportif, le trottoir se rétrécit et ils doivent avancer l'un derrière l'autre pour laisser passer une femme et sa compagne. Le couple est en grande conversation, mais la femme salue poliment le garçon avant de reporter son attention sur la girafe rose à pois verts qui déambule à ses côtés. Une clochette pend au cou de la girafe. Son tintement accompagne le garçon et son ours jusqu'à ce qu'ils atteignent une intersection à la circulation bruyante. Ils traversent, main dans la patte. Pierre déteste les réceptions de mariage. Il déteste les foules et le vacarme. Déteste les ivrognes grotesques et leurs discours décousus. Déteste les faux souhaits échangés par des gens qui ne se supportent pas. Et en cette occasion, il déteste être le journaliste chargé de couvrir l'événement pour le journal. Il reconnaît qu'il était déjà de mauvaise humeur à son arrivée, encore piqué au vif par le refus de M. N de l'accompagner. Ces jours derniers, l'atmosphère est constamment tendue à la maison, et le travail de Pierre commence à s'en ressentir. Pas qu'il apprécie son métier en ce moment. Son chef de pupitre insiste pour lui faire couvrir une ronde continuelle de cérémonies, de baptêmes, d'ouverture de supermarchés, tout sauf l'histoire qu'il voudrait vraiment écrire. En supposant qu'il y a matière à en faire une histoire. Il abandonne son assiette de carton pleine de mets sans saveur en pensant au vieil adage selon lequel un homme en colère ne pourrait dire s'il mange du chou bouilli ou un parapluie à l'étuvée. Il n'est pas obligé de rester. Il a noté quelques mots du marié, Alain Richard, une vedette locale depuis son entrée dans une ligue mineure de football, et sait qu'il devra retourner au bureau, mais il ne peut pas encore s'y résoudre. Des exclamations éclatent à l'extrémité du couloir où des fêtards s'arrosent copieusement de bière. Quelqu'un se met à taper sur les touches d'un piano. Un chœur discordant entonne « Ma liberté ». Pierre tressaille. « Un verre, monsieur ?» Surpris, il se retourne. Un panda lui présente un plateau chargé de verres en plastique. Regardant attentivement l'animal en peluche dans son costume de serveur, Pierre est soudain frappé par l'idée que cette vision est ridicule et, d'une certaine manière, honteuse. Le concept est complètement nouveau, mais renforce pourtant l'impression qu'il se passe quelque chose qu'il ne comprend pas. Il lui est impossible de croiser le regard passif du panda lorsqu'il prend un verre de jus. Maladroit, il renverse un peu de liquide sur le plateau et éclabousse la paume caoutchoutée du serveur. Il bafouille une excuse au compagnon qui lui tourne déjà le dos. Pierre vide son verre d'un trait, puis se fraye un chemin pour aller respirer de l'air frais. À l'extérieur, le soleil se couche. Un photographe se dépêche de prendre quelques derniers clichés des mariés. Les filles d'honneur, 4 poupées en robe de satin, gloussent dans un coin. Un jeune homme s'approche de Pierre, un objet de plastique noir à la main. Pierre tâte instinctivement ses poches, les trouve vides et sourit d'un air penaud. Je crois que ceci est à vous, dit le jeune homme. Pierre prend le magnétophone portatif en disant « Merci. J'ai perdu plus de ces machins que vous n'avez n'avez... » assisté des réceptions effectes. Il rit. « Je suppose que celle-ci est assez horrible. » dit Pierre. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Ouais. Pierre Kennedy. Répond-il en tendant la main. Je travaille au journal. Mathieu Richard. Monsieur Kennedy. L'homme marié est mon oncle. Appelez-moi Pierre. Comptez-vous le suivre dans le football professionnel, Mathieu? Pas question. En fait, j'aimerais devenir reporter. Explique le jeune homme en enfilant son veston. Alors, je discute avec un futur rival, hein? Mathieu repousse une mèche de ses cheveux noirs avec une légère nervosité. Note Pierre, qui regrette de l'avoir taquiné. C'est une blague. Mais le conseil que je donne habituellement à quiconque veut faire du journalisme est... Non! C'est loin d'être aussi prestigieux que les gens pensent. Remarquez, c'est ce qu'on m'avait dit. Ajoute-t-il en voyant Mathieu froncer les sourcils. Partez? Oui. J'en ai assez pour aujourd'hui. Je vais aller chercher mon compagnon. Où est le vôtre? Le mien n'est pas avec moi. Le souvenir du comportement déraisonnable de M. N lui revient en tête, accompagné d'un sentiment d'irritation. Il devait rester à la maison. Ajoute-t-il. Je vais quand même vous accompagner. Naturellement, les compagnons ont une salle séparée qui est, dans ce cas, une cabane de bois plutôt miteuse dressée à une certaine distance de l'édifice principal. Mathieu fait éruption soudainement dans la cabane. Pierre suit, et il faut quelques secondes à ses yeux pour s'adapter à la noirceur. Ce qu'il voit le glace. La pièce est pleine de compagnons. Des poupées, des pandas, des oursons en peluche, des koalas à la fourrure grise,
des trolls nains aux cheveux verts, des gorilles. Au fond, dans l'ombre, des formes indistinctes. Rien d'anormal. Ce qui est effrayant, c'est le silence. Et le fait que les compagnons sont tous parfaitement immobiles, comme des statues. Pierre se demande s'ils sont toujours ainsi en l'absence d'êtres humains. On dirait qu'ils se sont figés à l'arrivée inopinée de Mathieu, comme s'ils avaient été surpris en plein complot. C'est une idée absurde. Du moins, elle lui aurait semblé telle jusqu'à tout récemment. Maintenant, Pierre n'en est plus si sûr. Mathieu est pareillement affecté par la scène. Il se tient maladroitement dans l'entrée, sans dire un mot. Pierre touche son bras. Mathieu? Oui? Il fait un pas en avant et scrute la pénombre. Rufus! Le temps de 3 battements de cœur, il ne se passe rien. Puis, un ours près de l'entrée tourne sa tête énorme de leur côté. Très, très lentement. Aussitôt, tous les autres se tournent de même, tous aussi tranquillement. Des dizaines de yeux fixent les humains d'un regard froid. Pierre ne s'est jamais senti aussi mal à l'aise en présence de compagnons. C'est comme s'il avait interrompu une réunion strictement privée et s'était attiré leur mépris. Mathieu rompt le charme. Allez, Rufus, on s'en va! Les lèvres de l'ours se tendent en un semblant de sourire, sans aucune chaleur. Oui, Mathieu, bien sûr. Il n'y a aucune émotion non plus dans sa voix gutturale. Ils marchent vers la rue tous les trois. Personne ne parle. Avant de quitter, Pierre donne à Mathieu un bout de papier où il a inscrit son numéro de téléphone et lui dit de l'appeler pour qu'ils parlent ensemble du métier de journaliste. Pierre l'aime bien, mais il y a plus. Il devine que Mathieu a un problème avec Rufus, sans doute similaire à celui qu'il vit lui-même avec M. N. Peut-être sont-ils tous les deux engagés dans quelque chose de beaucoup plus grave. Près de sa voiture, tout en cherchant sa clé, il lève les yeux par hasard. Mathieu et son compagnon s'éloignent, mais l'ours fixe Pierre par-dessus son épaule. Son regard exprime une haine si sauvage que Pierre en frissonne. Hey, crois-tu qu'on a mis trop de fleurs? Ça s'est agité, Julien. Tout est parfait. Viens t'asseoir. Ajoute Coralie en montrant la chaise à côté du lit. Calme-toi. Julien fait ce qu'elle lui dit, mais il ne peut s'empêcher de pianoter sur son genou. Pour la 100e fois, il scrute la chambre d'hôpital, puis regarde l'horloge. Ils seront ici d'une minute à l'autre, maintenant. Coralie sourit et lui prend la main en disant « Je sais, mon chéri. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. » 2 coups sont frappés à la porte. Julien bondit de sa chaise en resserrant nerveusement sa cravate et va ouvrir. Un petit groupe entre précipitamment, conduit par un médecin. Vient ensuite un homme bien habillé, portant une serviette. Derrière lui, une infirmière pousse un petit lit à roulettes contenant une minuscule forme enveloppée dans un châle rose. Une poupée suit, tenant un bouquet de roses. Enfin, entre un ours, qui doit se pencher pour ne pas se cogner la tête au cadre de la porte. La chambre semble soudain très petite. Après les présentations et les félicitations, le petit lit est poussé au pied de celui de Coralie et tous forment un demi-cercle autour de lui. L'homme aux vêtements distingués sort de sa serviette un livre recouvert de cuir et lit. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'engagement de cette petite fille et de cette compagne à être amie, parente et âme sœur, pour aussi longtemps qu'elles vivront. Il prend délicatement le bébé des bras de Coralie et poursuit. Nous proclamons qu'à partir de ce jour, Chantal Geneviève Thériault est attachée à sa compagne aux yeux de la loi. Il donne le bébé à l'infirmière, se penche vers le petit lit et dit « Et qu'ainsi sa compagne, Cristal, dit Julien. Sa compagne, Cristal, doit la servir, la soutenir et la protéger en tout temps. Je déclare cet enfant et cette compagne liés par cet engagement. » Il referme son livre et offre ses vœux. Une salve d'applaudissements polis souligne ces paroles. Mais Julien remarque que ni la poupée Vanda, ni l'ours Charlot, la compagne de Coralie et son compagnon, n'applaudissent. L'homme distingué tend un formulaire à Julien, qui le signe, de même que tous les témoins présents. Puis l'infirmière dépose le bébé dans le petit lit à côté de sa compagne et tous quittent la pièce. C'était magnifique. S'exclame Coralie, les larmes aux yeux. On est 3 maintenant pour aimer et protéger Chantal. Dans le petit lit, le minuscule panda s'étire et pousse un faible cri. Il se pelotonne tout contre le bébé et pose une petite patte pelucheuse sur Chantal. Julien et Coralie sourient.   » 「 !» 「 !» 「 !» 「 !» 「 !» 「 !» 「 !» 「 !» 「 !» 「 !» 「 !» 「 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « « « « 」 « 」 « 」 « 」« 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 」
C'est la pire journée de la vie de Pierre. Les ours peuvent être bougons, tout le monde le sait, mais les humeurs de Monsieur N le dépriment. Et ce qui enrage Pierre, c'est qu'il ignore pourquoi l'ours agit ainsi. N'a-t-il pas toujours été bon avec Monsieur N? Ne lui a-t-il pas toujours montré de la considération? N'a-t-il pas toujours été là quand son compagnon avait besoin de lui? L'ours est dans le jardin, rôdant misérablement comme d'habitude, mais Pierre est bien décidé à le confronter lorsqu'il rentrera. Il doit éclaircir la situation. La porte claque. Monsieur N entre et se laisse tomber sur le divan sans un mot. Pierre est étrangement mal à l'aise en sa présence, un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti envers son compagnon jusqu'à il y a quelques semaines, quand toute cette morosité a commencé. Pierre soupire. « Allez, qu'est-ce qui ne va pas? » demande-t-il. Pas de réponse. « Écoute, si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, excuse-moi. Ne peut-on pas en parler? S'il te plaît. » L'ours semble remarquer enfin sa présence. « Tu ne comprendrais pas, dit-il. Laisse-moi essayer. » T'es-tu déjà demandé ce que c'est qu'être un compagnon? Pierre est surpris par la question. Elle n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande-t-il. Il ne t'est jamais venu à l'esprit que je pouvais avoir des pensées personnelles, n'est-ce pas? Que je pourrais en avoir assez de toujours faire ce que tu veux, d'aller où tu veux aller, d'être ce que tu veux que je sois. Encore plus déconcertant. Les compagnons ne font jamais ce genre de réflexion. Tu as une bonne vie ici, non? Réplique Pierre. Je ne vois pas où est le problème. Ces mots sont sortis plus durement qu'il ne le voulait. Il voit la colère de l'ours grandir. Je te l'avais dit que tu ne comprendrais pas, dit Monsieur N qui se lève et se dirige lourdement vers la porte. Pierre le rejoint et met sa main sur la patte poilue. Ne pars pas. Je vais essayer de comprendre, Monsieur Nounours. Donne... Enlève ta sale main de ma patte. Les mots prononcés calmement sont remplis d'une telle menace qu'ils font l'effet d'une gifle. Pierre retire sa main et recule. Le regard de l'ours le brûle. Sa voix gronde. Il ne me donne jamais plus ce nom stupide. Pierre est troublé et confus. Pour la première fois, il se rend compte que Monsieur N est devenu une créature puissante. Il est étonné de ne l'avoir jamais remarqué auparavant. Alors que son compagnon de vie se dresse au-dessus de lui, la face changée en un masque de fureur, Pierre le voit d'une toute autre façon et il est terrifié. Le temps passe avec une lenteur d'escargot tandis qu'ils se font face, immobiles, muets. Le téléphone sonne. La sonnerie sort Pierre de sa torpeur. Il recule maladroitement, se cogne à une table basse et fait tomber une lampe. Il n'y prête pas attention. Le regard fixé sur Monsieur N, il saisit le récepteur. L'ours reste près de la porte, l'air mauvais. « Allô? » dit Pierre d'une voix faible. « Pierre, êtes-vous? » Son interlocuteur semble passablement troublé lui-même. « Qui êtes-vous? » « C'est Mathieu Richard. On s'est vu. Oh, je me souviens. Ce n'est pas un bon moment, Mathieu. Peut-être... J'ai besoin de votre aide, Pierre. Quelque chose de terrible est arrivé à Rufus. Il n'y a personne d'autre à qui je... D'accord, calmez-vous. Donnez-moi votre adresse. Bon, j'arrive dès que possible. Lorsqu'il raccroche, Monsieur N est sorti. En chemin, Pierre essaie de comprendre ce qui s'est passé. Monsieur N ne se comporte pas du tout comme un compagnon. Pierre a déjà entendu des histoires à propos du comportement bizarre d'autres compagnons. Et voilà que Mathieu a des problèmes avec Rufus. Ces incidents ont-ils un lien? Lequel? À son arrivée chez Mathieu, il voit deux hommes en salopette verte pousser une civière sur laquelle est couché Rufus, la tête et la patte droite enveloppées de bandages. Mathieu suit, le visage blême. Pierre s'empresse de le rejoindre. « Oh, Pierre, merci d'être venu. » Mathieu semble soulagé de le voir. Il regarde les hommes en salopette placer la civière à l'arrière d'une camionnette et refermer les portes sur lesquelles il est écrit en lettres rouges « Service de récupération de compagnons ». La camionnette s'éloigne dans un hurlement de sirène. « Je suis désolé de vous avoir forcé à venir jusqu'ici, Pierre. Mais mes parents ne sont pas là et... » Mais ça va. Dis-moi seulement ce qui est arrivé. Rufus a été attaqué. Attaqué? Ouais, par une bande de voyous, juste devant la maison. Comment va-t-il? Ils disent qu'il s'en sortira, mais il est vraiment secoué. Toi aussi. Entrons et parlons-en. Ils boivent du café et les couleurs reviennent au visage de Mathieu. Pourquoi des voyous s'en sont-ils pris à Rufus? Je ne sais pas. Il les a probablement provoqués.
Je lui dis toujours de ne pas prêter attention à ces idiots. Mais il est vraiment de mauvais poil à ces temps-ci. Cela dit quelque chose à Pierre. Je ne m'en suis rendu compte qu'en entendant du raffut à l'extérieur. Quand je suis sorti, il s'enfuyait. La police en a quand même attrapé un. Ma sœur Emma avait entendu le vacarme, elle aussi, et avait demandé du secours. Où est ta sœur? Elle est sortie juste avant votre arrivée. Sa compagne est assez bouleversée par l'incident. C'est une poupée, et vous savez comment elles sont. Emma l'a amenée pour faire une promenade. Il fait une grimace et Pierre sourit. Sais-tu où la police garde le voyou? Au poste de la rue Carrier, je crois. Bon. Je peux téléphoner? Au poste de la rue Carrier, le sergent Hull, qui connaît Pierre, lui permet de parler à Nicolas Bernier, le voyou arrêté. D'habitude, vous ne laissez pas les journalistes interviewer les suspects? S'étonne Pierre. Ben, ce n'est pas un suspect. Aucune charge ne pèse contre lui et il n'y a pas de témoin. Il doit faire partie d'une bande qui harcèle les compagnons, mais nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons seulement vérifier s'il n'est pas recherché pour un autre délit avant de le relâcher. Pourquoi me parlerait-il? Parce que tu es journaliste. Il veut qu'on rende public ses idées au sujet des compagnons. Il les déteste vraiment. Vous n'avez aucun doute sur la participation de Bernier à l'attentat? Aucun. Nous recevons des rapports sur des attaques semblables de plus en plus souvent. Certaines sont très sérieuses. Et le mieux qu'on puisse faire est de les accuser de dommages à la propriété. Mais attaquer un compagnon n'est tout de même pas la même chose qu'attaquer un humain, hein? Le sergent Hull amène Pierre dans une pièce isolée et le laisse seul avec le suspect. Bernier est le portrait même de l'arrogance. Tu es le reporter, hein? Dit-il d'une voix forte. Exact. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais juste te poser quelques questions. Pourquoi as-tu attaqué ce compagnon? Tu ne peux rien prouver, et la police non plus. Laisse-moi formuler la question autrement. Qu'est-ce que tu penses de cette attaque? Ah! Ben... Si c'est une opinion que tu veux, c'est différent. Réplique Bernier avec un sourire malicieux. Je pense qu'il l'a bien mérité. Pourquoi? Je déteste les parasites. Les compagnons sont paresseux et stupides. Ça me donne la chair de poule, cette façon qu'ils ont de nous coller après, d'être toujours dans nos jambes. Ils sont mauvais, tu sais. Certains d'entre eux, en tout cas. Qui en a besoin? Si tu penses ça, comment t'entends-tu avec ton compagnon? Je n'en ai pas. Pierre est estomaqué. Il sait que certaines personnes affligées de handicaps mentaux ou physiques n'ont pas de compagnon, mais ces cas sont très rares. Pierre n'avait jamais entendu quelqu'un se vanter de ne pas avoir de compagnon. C'est comme être fier d'avoir un bras en moins. Pierre a presque pitié de Bernier. Presque. Pourquoi n'as-tu pas de compagnon? Je m'en suis débarrassé. Il s'appelait Champ. Quelle chose inutile. Je l'ai amené à la mairie et je leur ai dit que je n'en voulais plus. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je sais pas. Et tu t'en préoccupes pas? Non. Si on nous écoutait, mes amis et moi, personne n'aurait de compagnon. Où irait-il? Je m'en fiche une jeep. Emmenez-les sur une île déserte, jetez-les dans une mine. Encore mieux, tirez-leur dessus. On n'en veut pas. Et tu trouves que c'est acceptable d'user de violence contre eux? Je ne connais rien à la violence. Mais pourquoi s'en faire si quelques compagnons reçoivent une bonne raclée? Avant que Pierre puisse répondre, le sergent Hull entre et dit « Ok, Bernier, tu es libre. Sors d'ici et que je te le revoie plus. » Bernier met les mains dans ses poches et s'approche de Pierre pour lui dire « Raconte aux gens ce que je pense de leurs sales compagnons. Dis-leur. » Monsieur Bernier, interrompt le sergent. Je vous suggère de faire avec votre bouche ce que vous avez fait avec votre esprit. La fermer. Dehors. L'infirmerie des compagnons est située dans un vieil édifice où Pierre n'avait jamais mis les pieds. Lorsqu'il entre dans la salle où Rufus est soigné, il voit que l'ours est couché dans un grand lit métallique. Mathieu est assis près du lit, en compagnie d'une jeune femme que Pierre n'a jamais rencontrée. Le visage de Mathieu s'éclaire à la vue de Pierre. Bonjour, Pierre. Voici Emma, ma sœur. Emma, c'est Pierre, le journaliste dont je t'ai parlé. Bonjour, merci d'être venu. Dit la jeune femme en serrant la main de Pierre. Et comment va le patient? Demande Pierre. Il va bien. Répond Emma. Oh oui, je vais bien. Bougonne Rufus.
J'ai été insulté, battu, traité Pour comme... l'amour du ciel, s'exclame Mathieu. tu n'as rien de grave. Et au moins, la police en a attrapé un. Dit Pierre. J'ai bien peur qu'ils aient dû le relâcher. S'écrie Emma d'un ton furieux. Il n'y avait aucune preuve, apparemment. Surprise, surprise. Marmonne Rufus. Une loi pour nous, les compagnons, et une autre pour vous, les humains. Comme d'habitude. Mathieu est manifestement embarrassé par la rudesse de l'ours. Avez-vous le temps de prendre un café, Pierre? Demande-t-il. Bien sûr. Au revoir, Emma. Heureux d'avoir fait votre connaissance. Au revoir, Rufus. Prompt rétablissement. L'ours ne le regarde même pas. Pierre et Mathieu ne se rendent pas jusqu'à la cafétéria. En sortant, ils croisent le médecin qui soigne Rufus. Pierre lui demande combien ils reçoivent à l'infirmerie de compagnons blessés lors d'attaques. Beaucoup trop, Monsieur Kennedy. Répond le médecin. Et leur nombre s'accroît sans cesse. Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Ça a commencé il y a environ 1 an, je dirais. Avant, les compagnons que nous soignons avaient été victimes d'accidents. Maintenant, nous recevons presque chaque semaine des compagnons blessés délibérément par des humains. Ce sont des attaques organisées, et personne ne semble prendre ça au sérieux. Comme à un signal, une civière passe, chargée d'un singe dont une patte a été arrachée. En voici un exemple. Dit le médecin. Ils l'ont amené la nuit dernière. Vous allez m'excuser, je fais partie de l'équipe de réparation. Tu me fais suer, Kennedy. Crie Maurice Brousseau, chef de pupitre du journal. Tu me racontes cette histoire insensée à propos de compagnons qui font des choses bizarres et de bandes de voyous qui leur veulent du mal. Et tu penses que je vais tout gober? Je peux le prouver. Non, tu peux pas. Tout ce que tu as, c'est les vagues commentaires d'un quelconque voyou et ce que tu appelles une intuition. Laisse-moi te dire, jeune homme, lorsque tu auras été dans ce métier aussi longtemps que moi, alors je prendrai peut-être tes intuitions en considération. Sans doute que je n'ai pas de preuves en béton, mais il se passe quelque chose. J'en suis sûr. Vraiment? Quoi? Je crois que les relations se détériorent entre les compagnons et nous. Sottise. Regardez-nous, Thierry et moi. Il montre du pouce le vieux panda avachi dans un fauteuil. 58 ans ensemble et jamais un mot de travers. N'est-ce pas exact, Thierry? C'est exact, Maurice, jamais un mot de travers. Dans la joie et dans la peine, pour le meilleur et... Merci, Thierry. Ce sera tout. Dit Maurice. Pierre se dit que certains humains et leurs compagnons finissent par se ressembler beaucoup. Il se mord la lèvre pour ne pas rire. Les humains et les compagnons ont toujours été ensemble et le seront toujours. Affirme Maurice en assénant un grand coup de poing sur son bureau. C'est le cours naturel des choses et rien ne viendra le changer. Supposons que je puisse rassembler des preuves. Fais cela, Kennedy, et je prendrai ton idée au sérieux. Mais je doute vraiment que tu y parviennes. Ferme la porte en sortant. Pierre sort en claquant la porte. Dans la salle de rédaction, quelques-uns de ses collègues sont penchés sur des photos. Il s'approche d'eux. Salut David. Salut. Benoît, quoi de neuf? Ah ben ma blonde, elle m'a laissé. David lui donne une photo montrant une voiture écrasée contre un mur. Un bras humain sort par le pare-brise. Une histoire étrange. Explique David. La femme arrête sa voiture dans l'allée et va ouvrir la porte du garage. Sa compagne est assise dans la voiture, du côté passager. Le moteur tourne. Le moment d'après, la voiture démarre et lui fonce dessus. Il ne semble pas que ce soit un défaut mécanique. La meilleure supposition est que sa compagne s'est trouvée prise à appuyer sur l'accélérateur pour que je ne sais quelle raison. C'est triste. Un de ces stupides accidents, tu sais. Oui, je suppose. Dit Pierre. Le pompier essuie la sueur sur son front, puis allume le poste émetteur. Allô, capitaine? Oui, l'incendie maîtrisé maintenant. Il regarde la maison noircie, dont la porte d'entrée pend de travers. Une fumée épaisse sort par les fenêtres. Le pompier poursuit son rapport. Nous avons trouvé 3 morts. 2 adultes et un bébé, répondant au nom de Thériault. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. La maison est une perte totale. Une ambulance s'éloigne en faisant hurler sa sirène. Le pompier doit crier pour se faire entendre. Ce qui est étrange, c'est que leurs compagnons... sont indemnes. Pas une égratignure. Il laisse passer 2 de ses hommes. Non! Ils ne savent pas comment le feu s'est déclaré. Ils disent qu'ils ont été réveillés par la fumée et qu'ils ont réussi à s'échapper avant que la maison flambe. Oui, ils ont été très chanceux. Poursuit-il.
Il est désolé pour les compagnons, qu'il aperçoit groupés près de la voiture de police. Étrangement, ils ne semblent pas trop attristés. Ils sont sans doute sous le choc. Ils ont un air pathétique, ainsi enveloppés dans leur couverture rouge, la face noircie de suie. Un ours et une poupée tenant un bébé panda dans ses bras. Alors, dit Pierre, voilà comment ça se présente. Si tu peux fournir une preuve, mon chef de pupitre me permettra de me consacrer à cette affaire. Quelle sorte de preuve? Demande Mathieu. Une serveuse dépose 2 tasses devant eux. Il pleut et le café est presque désert. Il est arrivé quelque chose de bizarre aujourd'hui, dit Mathieu. Ah ouais? Ça ne veut peut-être rien dire, bien sûr. Comme je ramenais Rufus de l'infirmerie, un autre ours nous a accostés dans la rue. Il a accosté Rufus, plutôt. Je ne l'avais jamais rencontré. Ils ont parlé un peu ensemble, puis l'autre a donné quelque chose à Rufus, sans s'apercevoir que je l'avais vu faire. Qu'est-ce que c'était? Demande Pierre, soudain intéressé. Bout de papier. Rufus l'a caché dans sa patte. Et je n'ai rien dit. Mais cet après-midi, je l'ai trouvé dans la poubelle, déchiré et froissé. Tu l'as pris? Mathieu sort le bout de papier de sa poche et le dépose sur la table. Il l'a recollé. Tout ce qu'ils y voient écrit, c'est 24-17 Garance. Pierre l'étudie. Soudain, son regard s'allume. Je comprends. Grâce à Garance, un nom inhabituel. Au bord du fleuve, il y a une rue qui s'appelle Garance. Supposons que c'est une adresse. 7 rue Garance. Et le 24? Demande Mathieu. Ça pourrait être l'heure? Minuit? Alors c'est le lieu et l'heure pour... Une réunion! S'écrient-ils tous les deux. Ça doit être ça, Mathieu. Disons que c'est cette nuit, j'y serai. Passons-moi. Ils stationnent leur voiture 2 rues plus loin et marchent jusqu'à la rue Garance. C'est un quartier dur et peu de lampadaires fonctionnent, mais la pleine lune éclaire leur chemin. Quand Mathieu a appris à Pierre qu'il y a 1 heure, Rufus est glissé hors de la maison, croyant que lui et Emma dormaient, Pierre a su qu'il allait se passer quelque chose. Il est 23h55, ils doivent se presser. Le numéro 17 se révèle être un entrepôt abandonné dans un coin désert. Une lueur brille à l'une des fenêtres, puis s'éteint aussitôt. Il se faufile vers l'arrière du bâtiment. Mathieu découvre une fenêtre fermée par des planches pourries. Silencieusement, il les enlève et grimpe à l'intérieur. Une couche de poussière épaisse recouvre la petite pièce où il se trouve et le corridor suivant. Au bout, il pousse une porte qui grince affreusement. Le cœur battant, ils écoutent. Ils sont sur un palier en face d'une grille de bois, haute d'1 mètre environ. Le dos courbé, ils jettent un regard à travers la grille. La scène qui se déroule au-dessus d'eux leur coupe le souffle. C'est une cave immense que la lueur douce de lampe à l'huile éclaire par endroits. Des boîtes empilées à un bout de la cave forment une sorte d'estrade. Une foule de compagnons de toutes sortes, probablement une centaine ou plus, emplit tout l'espace disponible. Et comme le jour du mariage, ils sont immobiles et se taisent. Le silence est tel que Pierre a l'impression que la foule peut entendre son cœur battre. Très précautionneusement, il enlève le capuchon de l'appareil photo à infrarouge suspendu à son cou. Il y a un mouvement dans la foule, et Pierre ressent un autre choc. Rufus monte sur l'estrade. Mathieu plante ses doigts dans les bras de Pierre, qui prie pour qu'il ne fasse rien d'impulsif. Rufus lève les bras et le silence est brisé. Une grande clameur monte. Pierre en profite pour prendre une demi-douzaine de photos. La clameur cesse soudainement. Rufus s'adresse à la foule. Frères et sœurs, l'heure de notre délivrance est proche. Une autre série de cris et d'applaudissements se fait entendre. Nous avons assez souffert. Les humains exigent notre amour, notre dévotion, notre obéissance. Que nous donnent-ils en retour? Leur mépris. Quel droit avons-nous? Le même droit que les objets, que les choses. De nouvelles acclamations s'élèvent. Pierre prend encore d'autres photos. Ne sommes-nous pas comme les humains dans nos cœurs? S'ils nous blessent par leurs paroles, ne souffrons-nous pas? S'ils nous frappent, ne pleurons-nous pas? S'ils nous coupent, notre bourre nous s'échappe-t-elle pas?
lui répond la foule. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai récemment souffert moi-même par leurs mains. Oui, j'ai souffert et doublement. Ils m'ont volé ma dignité et m'auraient volé ma vie. Pourtant, ceux qui sont responsables de ce crime ne seront pas punis. Si nous ne pouvons pas compter sur nos maîtres pour obtenir justice, la seule justice est celle que nous nous ferons nous-mêmes. Des frères et des sœurs ont commencé à lutter pour leur liberté. Joignons-nous à eux, brisons nos chaînes. Pierre finit sa pellicule et tire Mathieu par la manche. Il recule, le dos courbé. Ils s'attendent à chaque instant à être découverts. S'ils sont pris, que se passera-t-il? Alors qu'ils ressortent par la même fenêtre, Pierre voit que les mains de Mathieu tremblent incontrôlablement. Il est lui-même à bout de souffle tellement il est terrifié. Il se dépêche de regagner la voiture. Si l'un d'eux se retournait, il verrait la porte de l'entrepôt s'ouvrir, ouvrir. Rufus sort. Un autre compagnon le rejoint. Il regarde Pierre et Mathieu disparaître au coin de la rue. Puis, Rufus chuchote quelques mots à l'oreille de l'autre ours. Monsieur N hoche gravement la tête. Le plus important, c'est de faire semblant de rien. Dit Pierre. Ils sont assis dans la voiture stationnée devant chez Mathieu. Ça ne sera pas facile, mais Rufus doit ignorer que nous soupçonnons quelque chose. Je vais essayer. Oh, c'était effroyable, Pierre. Toute cette haine. Rufus avait une attitude détestable dernièrement, mais je n'aurais jamais deviné. C'est un choc que j'apprécie, mais il est temps de comprendre la situation. Je souhaite seulement que ce ne soit que quelques têtes brûlées et que le phénomène ne soit pas plus répandu. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Les frères et sœurs ont commencé à lutter pour leur liberté? Que voulait-il dire? Demande Mathieu. Je sais pas. Mais Pierre ne cesse de penser à la photo qu'il a vue dans la salle de rédaction. L'important, c'est que nous avons des preuves. Continue-t-il en montrant l'appareil photo. Je vais développer les photos et les apporter à Brousseau. Et la police? Oui, je vais envoyer des doubles au sergent Hull. Avec un peu de chance, on peut étouffer la rébellion dans l'œuf. Je souhaite que vous ayez raison, Pierre. Je le souhaite sincèrement. Pierre a transformé une pièce en chambre noire et il entreprend de développer les photos dès qu'il est rentré chez lui. La plupart des clichés sont bons. Pierre sait qu'en elle-même, les photos ne prouvent pas qu'il y ait complot, mais le rassemblement est assez inhabituel pour piquer la curiosité de Brousseau. Et la police voudra savoir pourquoi une foule de compagnons se réunit dans une cave en plein milieu de la nuit. C'est une découverte capitale. Il laisse tomber les photos sur une table et bâille. Il est 2 heures du matin. Pierre songe à dormir un peu. Le téléphone sonne. C'est Mathieu, Pierre. Il fallait que je vous appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Rufus n'est pas encore là. Dit Mathieu. Et Emma n'était pas ici quand je suis rentré. N'est pas chez une amie? Il se pourrait, mais elle me prévient d'habitude. Et puis Manon n'est pas ici non plus. Manon... Sa compagne. Je n'ai jamais vu Emma l'amener avec elle pour passer la nuit ailleurs. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre d'Emma, et tout est sans dessus-dessous. Il y a des vêtements partout. Emma est toujours si ordonnée. Je suis inquiet, Pierre. Attends-moi, j'arrive. Il raccroche. Je ne pense pas, Pierre. Il n'a pas entendu Monsieur N entrer. Qu'est-ce que c'est? Demande Pierre d'un ton qu'il voudrait désinvolte, mais qui ne l'est pas. Tu as très bien entendu. Dit Monsieur N d'un ton rude, la voix égale. Nous savons que vous nous avez vus cette nuit. Pierre sent un élancement de peur lui tordre le ventre. Nous vous avons vu... bredouille-t-il. Il est inutile de faire semblant. Monsieur N s'avance vers Pierre. En d'autres circonstances, sa démarche presque comique aurait fait sourire l'homme. En ce moment, elle le remplit de terreur. Il cherche désespérément quelque chose à lui dire. Écoute, Monsieur N, je peux croire que certaines personnes ont été injustes envers leurs compagnons. L'ours renverse la tête et pousse un petit rire faux. Et que sans doute j'aurais pu être plus compréhensif. Mais si on s'y met ensemble, on peut... Non, Pierre, c'est trop tard. Ce que tu sais pourrait nous nuire et nous avons trop souffert pour te laisser détruire nos projets. Je suis désolé. Il étend la patte et allume la radio. Une chanson rock joue à plein volume.
puis Pierre aperçoit le couteau tranchant dans l'autre patte de Monsieur N. La musique couvre ses cris. L'ours met la dernière photo dans le feu de foyer et y jette aussi les négatifs. Il attise les flammes qui se reflètent dans ses yeux vitreux et projette son ombre énorme sur les murs et le plafond. C'est dommage pour Pierre. Pense-t-il. Pour un humain, il n'était pas si mal. Mais c'est une question de survie. Personne ne peut s'interposer. Malgré tout, il ne peut s'empêcher de se souvenir de jours meilleurs. Et une grosse larme ronde roule sur la joue poilue de Monsieur Nounours. Qu'est-ce que c'est creepy? La fin. C'est la fin! Mais quand même, hein, sérieux, là, on est dans l'after show, là. Mais ça fait le bout où, genre, ils les trouvent dans l'entrepôt puis sont tous comme debout, immobiles, en silence, là, genre... Ben, juste la première fois. La première fois que ça arrive, qu'ils sont tous debout. Ouais, comme... au mariage, puis que là, l'autre, il rentre pour venir les chercher, puis il a comme l'impression d'interrompre quelque chose, qu'il avait clairement interrompu quelque chose, il est en train de se briefer, là. C'est le fun que ça finisse mal, hein? Ouais, il tue, là. Il tue, c'est vrai. Je le vois un peu comme une métaphore de nos animaux de compagnie, comme... Il y a quand même ça, l'espèce de sous-classe, tu sais, juste, mettons, ben, il y a comme un hôpital pour les oursons, les compagnons, comme on a des vétérinaires, puis tu sais, ils ont pas les mêmes soins, puis quand on rentre à quelque part, tu t'amènes pas ton chien dans le mariage, là, tu l'attaches à la clôture en avant, là, tu sais, il y a comme ça un peu, là. Puis il y a aussi tout le côté aussi de justement, la certaines négligences des fois que les gens ont par rapport à leurs chiens, chats, oiseaux, tout ça, qui entendent nos conversations à tous les jours, puis qui ont une intuition, puis qui ont un petit, puis qu'à un moment donné, quand ils sont pris pour acquis, je veux pas dire que les animaux sont pris pour acquis, mais des fois sont peut-être, genre on va peut-être pas prendre en considération les sentiments des animaux. Je parle pas de moi bien sûr, parce que Bella est une reine, là, mais ça peut arriver là que. Tu sais, au poste de police, le sergent il dit, ben tu sais. De police? C'est juste des compagnons, c'est pas comme s'il avait blessé un vrai humain là, non plus, là, tu sais, dans le sens, c'est pas, tu sais, il y aura pas, il sera pas condamné à prison à vie, là, parce qu'il a battu un compagnon. C'est la même chose, là, tu sais, oui, il y a des peines pour, tu sais, de la négligence ou de la torture animale, mais t'auras jamais la même peine si t'as tué un chat que si t'as tué un humain, là, fait que c'est donc de grader la valeur humaine. Les humains sont en haut des animaux, puis au final, je trouve que cette nouvelle-là peut vraiment faire penser à toute la franchise de la planète des singes, là, parce que il y a tous ces singes-là là, qu'on a instrumentalisés. Ah ouais, c'est ça l'histoire. Ben, moi, je vois vraiment un gros parallèle parce que, bon, là, c'est des toutous, mais mettons, les singes, on les a vraiment instrumentalisés, tu sais, comme domestifiés, c'est un vrai mot, domestiqués plus? Domestiqués, puis tu sais, à maner dans le film, ben, c'est parce qu'ils acquièrent une certaine intelligence aussi, là, qui font qu'ils pognent une coche, mais à un moment donné, les singes, ils se rebellent, puis même affaire que quand le gros toutou, il décide que non, Pierre, tu sors pas de la maison, ben Pierre, il sort pas de la maison parce que les gorilles, les singes sont plus forts que nous, là. S'ils décident que on en a plus de petits fusils avec des fléchettes tranquillisants, là, puis qu'ils pognent de l'intelligence pour être capable de débarrer la cage dans laquelle on les met, là, on est dans marde, là. Ben, les toutous aussi, c'est des robots, ben, c'est là. Ça. Ouais. Ah, ouais. On a comme on a sous-estimé que ben, ce gros nounours-là, rendu en format adulte, ce gros panda-là, cette grande girafe-là, ça décide qu'elle me passe, ben, elle me passe, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de sous-estimer la place puis le pouvoir qu'on donne, puis aussi, ben, des années de négligence. À un moment donné, faut pas penser qu'ils vont pas se rebeller puis qu'ils vont... J'ai encore mon toutou de comme quand j'avais 2 ans. Le premier souvenir que j'ai, puis c'est un chien qui s'appelle Pinot. Puis dans ma bibliothèque juste là. Fait que je fais juste imaginer... C'est mieux d'en prendre soin si tu veux pas qu'il vienne asseoir dans ton lit. Ah mon Dieu, j'en prends très soin, crois-moi. Mais il parle pas, par exemple. Mais il me parlait quand j'étais petit, mais ça, c'était dans ma tête. Ben merci beaucoup, les amis, d'être venus avec moi faire compagnon. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous en avez eu aussi.
pour vous, tous mes auditeurs de Frissons sur le pod, faites un beau cauchemar. David lui donne une photo montrant une voiture écrasée contre un mur. Un bras humain sort par le pare-brise. Hey, c'est le cover de Danger élève au volant. Ah. Le frisson numéro 51, tu t'en rappelles-tu, celui-là? Non. Il y a comme une photo quand accidentée. Je disais que c'était une Bible, Bruno. Ah.